Je ne suis l'esclave de personne, ce temps est révolu. Je ne suis le bien de personne, c'est bel et bien fini. Salut le monde, vous avez avec vous le groupe Focus Girls. On est là pour vous parler de la Journée internationale des droits de la femme. D'ailleurs, on est le 8 mars. Donc, je profite de cette occasion pour saluer toutes les femmes qui nous regardent. Et je vous invite à célébrer cette journée dans toute sa splendeur. Donc, avec Focus Girls, on va faire une brève historicité de la révolution des droits de la femme. Et puis, on va faire un panorama entre le pouvoir des femmes avant, tout comme après. Et après, on va vous apporter quelques conseils qu'on considère d'ailleurs comme des approches personnelles. Donc, la Journée internationale des droits de la femme, c'est une journée qui célèbre à l'échelle mondiale les réalisations économiques, politiques, sociales des femmes d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Donc, quel est le défi de cette journée? On pense que le défi de cette journée, c'est de rendre les femmes du passé fières, les femmes d'aujourd'hui inspirées et celles de demain des femmes qui ont une vision. D'abord, cette journée a une origine. Donc, cette journée a pris son origine dans de nombreuses manifestations et des luttes ouvrières des femmes qui réclament d'ailleurs le droit de vote, de meilleures conditions de travail et l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, la proposition de cette journée a été faite pour la première fois par Clara Zetkin en 1910 et cette journée est devenue officielle en 1917 avec la grève des ouvriers de Saint-Pétersbourg. Le 21 avril 1944, le droit de vote fut accordé aux femmes françaises. Un an plus tard, c'est-à-dire le 29 avril 1945, elles votaient pour la première fois. Donc après 1945, la Journée internationale des droits de la femme est devenue une tradition et elle est reconnue par les Nations Unies en 1977. Donc, ces dates que je viens vous citer là ne sont pas valables pour tous les pays puisqu'en 1960, il y en a qui n'avaient pas encore accordé le droit de vote aux femmes. Donc, cette journée, donc, la révolution des femmes, ça a subi une évolution mondiale. Par exemple, cette lutte a duré c'est une lutte qui a duré plus d'un siècle et qui se poursuit encore aujourd'hui. Donc, il y a 60 ans de cela, des choses que nous considérons comme triviaux aujourd'hui, telles que aller voter, travailler, ouvrir un compte bancaire, étaient farouchement interdits aux femmes. Donc, l'un des combats politiques précurseurs des revendications de la femme, c'est de devenir un être humain à part entière. Donc, en 1967, alors là, il faut que je t'arrête parce que vous imaginez, vous travaillez, donc vous travaillez pendant plus d'un mois et là maintenant, tu reçois ton salaire et tu n'as pas le droit de décider quoi faire avec ce salaire-là. Tu dois donner ça à ton mari et c'est ton mari qui va devoir prendre tes décisions financières à ta place. Donc, quand même, c'est pas bien ça. Oui, c'est pas bien parce que d'ailleurs, nous les femmes, on aime faire du shopping. Par exemple, quand aujourd'hui, si on a reçu un salaire, on va dire, bon, moi je vais m'acheter des vêtements, je vais m'acheter telle ou telle chose. Bon, avant, c'était pas vraiment le cas, c'était vraiment pas intéressant. Cette évolution s'est faite sur le chemin de l'école. Donc, on a passé du baccalauréat féminin en 1919, qui va se transformer d'ailleurs en 1924 en baccalauréat unique. En 1967, on est venu avec une loi qui autorise la contraception. Cette loi est devenue applicable jusqu'en 1971. En 1971, la cause des femmes, donc défendre la cause des femmes, a été créée autour de Simone de Beauvoir et de l'avocate Gisèle Halimi qui voulait aboutir la loi de 1920 qui faisait de l'avortement un crime. En 1871,
choisir la cause des femmes est créé autour de Simone de Beauvoir et de l'avocate Gisèle Halimi, qui travaillait pour abolir la loi de 1920 qui faisait de l'avortement un crime. Donc je viens de vous parler de la situation, de l'évolution mondiale de la situation des femmes. Donc, je pense qu'avec Mimi, vous allez voir l'évolution du statut légal de la femme en Haïti. Là maintenant, je vais vous parler de l'évolution du statut légal des femmes en Haïti. Là maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais vous parler de l'évolution de la façon dont légalement on considérait les femmes dans notre société, c'est-à-dire la société haïtienne. Donc de 1804 à 1950, ce qu'on a constaté, on a constaté l'absence jusqu'à l'exclusion totale de la femme de la société. Donc selon l'article 9 de la Constitution de 1805 qui a dit, je cite, « Personne ne peut être haïtien s'il n'est un bon père, un bon fils, un bon mari et surtout un bon militaire. » Donc vous voyez là maintenant, il n'y avait aucune place pour les femmes n'étaient pas dignes d'être haïtiennes. Mais si je comprends bien, on n'a pas mentionné les femmes. Justement, on n'a pas dit bon père, bon militaire, bon. Donc c'est-à-dire, pourquoi on ne dit pas bonne mère? Justement. Parce que, alors, étant que femme, en ce temps-là, on n'était pas digne d'être haïtienne parce qu'on disait on est digne d'être haïtien quand on est bon père, bon fils. Donc, et les femmes? Donc justement, elles n'avaient pas leur place dans la société. Donc, à partir de 1811, l'exclusion est devenue ouverte. Ok? Donc là maintenant, les femmes ne pouvaient pas jouir d'immunité royale. Donc les femmes qui faisaient partie de la régence ne pouvaient pas jouir d'immunité royale, tout ça. Et ça allait encore plus loin. Si par exemple on est citoyenne, si par exemple on est haïtienne et que là on choisit d'épouser un étranger, d'emblée on perd sa nationalité. Donc tu es haïtienne, tu épouses un Canadien, d'emblée tu n'es plus haïtienne, tu as perdu ta nationalité selon l'article 5 de la Constitution de 1879. Moi, je dois vous dire que si j'étais de ce temps-là, j'allais être rapatriée parce que moi, j'allais tout simplement suivre mon cœur. Donc, si j'aime quelqu'un, je dois me mettre avec lui. Donc, c'est ça le problème. Donc, moi, dans ce temps-là, donc si je faisais partie des femmes de 1900, donc là, j'allais tout simplement être apatride parce que j'accepterais. Donc, c'est là tout le problème. Il y avait comment dire, prédominance des hommes sur les femmes. Donc, les femmes n'ont pu souffler un peu qu'avec l'amendement en 1944 de la Constitution de 1935. Donc, à ce moment-là, la femme devient mineure. La femme est mineure, c'est-à-dire, donc on a stipulé que la femme pouvait exercer ses droits politiques, mais sous l'autorité maritale. C'est-à-dire, tu peux exercer tes droits politiques, tu peux voter, mais c'est sous l'autorité de ton mari que tout ça doit se faire. Alors, c'est sur l'autorité de mon mari que tout doit se faire. Donc, c'est parce que c'était la loi à l'époque. Donc, avant ça, les femmes ne pouvaient jouir d'aucun droit politique, mais on a accordé un petit peu de droit politique aux femmes, mais les femmes doivent exercer ça sous l'autorité de leur mari, justement. Mais est-ce que leur mari est aussi leur père en ce sens-là? Non, c'est pas ça, mais selon cette loi, la femme devient mineure et doit être sous la tutelle de quelqu'un, donc soit son père, soit son mari. écoute, si par exemple, elle est candidate et que moi-même, je ne suis pas ça, j'aime pas Tanisha, je ne veux pas la voter. Donc, et que mon mari veut que je vote Tanisha. Et que moi-même, je ne veux pas voter Tanisha, c'est toi que je veux voter. Là maintenant, moi-même, je vous le dis encore, si j'étais de ce temps-là, j'allais quand même révolter. Non, parce que moi-même, j'aime la il y a un problème. Donc, à ce moment-là, puisque la femme est mineure, la femme n'est pas éligible. Donc, la femme ne pouvait pas poser sa candidature. Elle pouvait seulement voter, mais voter sous l'influence de son mari. Maintenant, en 1957, Dieu soit loué, la loi a reconnu la jouissance entière des droits politiques de la femme, et ceci sans restriction maritale. Donc, là maintenant, les femmes pouvaient voter, mais
sans restriction maritale, sans l'influence politique de leur mari. Donc, mais en plus de ces différentes législations, il y a eu d'autres choses qui nous ont aidé dans notre évolution du statut légal de la femme, justement. Donc, il y a eu d'abord la Convention pour la répression de la traite des humains et l'exploitation de la prostitution d'autrui le 2 septembre 1952. Ensuite, on a eu la Convention sur les droits politiques de la femme qui a été ratifiée le 31 juillet 1957. On a eu en troisième lieu la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme le 7 avril 1981. Et pour finir, on a eu la plus grande convention de toutes, c'est la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme le 3 avril 1996. Donc là maintenant, je viens de vous parler de l'évolution du statut légal de la femme à travers les différentes législations dans notre société, la société haïtienne. Là maintenant, je fais place à Danisha qui va vous parler justement du pouvoir des femmes avant, comment ça c'était, et après, c'est-à-dire maintenant, à l'instant même où nous parlons, comment c'est. Donc, je cède la parole à Danisha. Merci, Lily. Maintenant, je vais faire un panorama entre le pouvoir des femmes avant et après. Bien entendu, on ne peut pas oser dire que les femmes n'avaient pas de pouvoir, puisque la femme en soi est déjà un pouvoir, est déjà synonyme de pouvoir. Mais on dirait plutôt que le pouvoir de la femme était très limité. Parce qu'autrefois, les femmes ne pouvaient pas voter. Elles n'avaient pas leur place dans les administrations publiques, voire les administrations privées. Et il n'y avait aucune loi qui reconnaît le droit de la femme. Mais aujourd'hui, les femmes sont électrices maintenant. Elles travaillent dans les administrations publiques, tout comme les administrations privées. Et il y a pas mal de lois qui reconnaissent que les femmes ont les mêmes droits que les hommes. C'était du point de vue politique. Maintenant, du point de vue social. Le meilleur statut de la femme était bel et bien celui de femme au foyer, qui doit se consacrer aux tâches ménagères, à la reproduction, à l'éducation de ses enfants. Vous savez qu'elle ne pouvait pas faire des IVG, c'est-à-dire des interruptions volontaires de grossesse. Là, tout de suite, je t'arrête. Vous imaginez, vous n'avez pas le droit de disposer de votre propre corps. Vous êtes né avec, vous allez mourir avec, et là maintenant, vous ne pouvez pas disposer comme vous voulez de votre corps. Donc là maintenant, là, avant ça, c'était vraiment difficile. C'était pas juste. C'était pas juste. Elles ne pouvaient pas décider sans l'accord de leur mari. C'est pas juste. La femme est déjà une représentante pour son mari. Et puis, elle n'était pas libre de fréquenter les meilleures écoles. C'est-à-dire, leur niveau d'études était juste qu'au primaire. Mais aujourd'hui, on rencontre des femmes dans toutes les couches sociales. Elles sont libres de décider par elles-mêmes. Et elles sont libres de fréquenter n'importe quelle école. Et elles poursuivent leurs études jusqu'au dernier niveau. Les femmes d'aujourd'hui peuvent se mettre debout et dire « Moi, je suis médecin. Moi, je suis avocate. Je suis architecte. » Et du point de vue religieux, on ne peut pas nier la part prise des traditions religieuses entre l'inégalité entre les sexes. C'est-à-dire, la mort d'une culture patriarcale est réelle dans le judaïsme, dans le christianisme et dans l'islam. Mais par exemple, en France, au 19e siècle, la cloche des églises qui sonnait le glas des morts sonnait moins longtemps pour les femmes que les hommes. C'est une sorte d'inégalité. Donc justement, vous imaginez, vous êtes femme, vous mourrez, il y a un tout petit son qui se fait juste parce que vous êtes femme. Mais quand c'est un homme qui meurt, la cloche sonne et sonne encore. Donc là maintenant, c'est de la discrimination totale. Donc, on est poursuivi par l'inégalité jusqu'à notre mort. Jusqu'à la mort. Et même jusqu'à la porte de l'enfer. C'était pas juste. Donc, je suis ravie parce que maintenant, on est libre, on peut faire tout ce qu'on veut.
Les religions voyaient les femmes comme des êtres dangereuses et tentatrices. Nous, les femmes, les êtres dangereuses et tentatrices. C'est parce qu'ils sont peur. C'est vrai. Bon. Le monopole de la prise de parole était confié aux femmes. Mais aujourd'hui, il y a des femmes qui prennent les assemblées, qui dirigent les assemblées, et la prise de parole n'est que des tabous. Quelqu'un n'a pas encore dirigé un culte de nous? Je crois que Oui, je l'ai déjà fait. beaucoup de fois. Et même j'ai déjà fait des lectures, j'ai déjà dirigé un culte. Donc la révolution a fait beaucoup de choses pour moi parce que moi j'aime ces situations, j'aime ce genre de choses. Donc si aujourd'hui je peux me mettre debout et diriger un culte, faire une lecture, c'est grâce à cette révolution. Moi aussi, j'adore cette révolution. Et puis, ce que je dois dire, c'est que, comme a dit Sophia tout à l'heure, le défi, c'est de rendre les femmes du passé fières de nous. Les femmes d'aujourd'hui inspirées. Et les femmes de demain, celles des femmes qui ont une vision. En étant des modèles, des femmes déterminées, responsables, des femmes exemplaires. Déjà, la connaissance est un pouvoir pour nous. Nous devons exploiter ces connaissances-là. Soyons des femmes qui sont capables d'oser, avec une énergie polyvalente et de l'hyper-compétence. Donc, mesdames, on a déjà fait la révolution. Donc, si vous vous laissez manipuler par quelqu'un, c'est vos affaires parce que on a déjà fait la révolution. Il vous reste de vous soulever parce que le ciel, c'est notre limite. Alors là, pour finir, ce que j'ai à vous dire, c'est que là maintenant, vous n'êtes plus enchaînés. Vous n'êtes plus enchaînés, n'acceptez pas de rester dans vos cocons, de vous sentir inférieur. Donc, s'il y a parmi vous qui ne se sont pas encore soulevés, alors je n'ai qu'un mot à vous dire. Soulevez-vous et soyez forts dès maintenant. Vous êtes des femmes, vous êtes supérieures, vous êtes fortes, vous avez le pouvoir en vous, alors soulevez-vous. Donc, merci à tous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de nous laisser vos commentaires. Donc, nous remercions le staff de Symphonique Production qui nous a aidés dans la réalisation de cette vidéo. Merci Mimi, merci Tanisha. Donc, je pense qu'on va vite se revoir dans une nouvelle vidéo. Au revoir.